invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Collet est avec nous ce soir, gérant obligataire chez DNCA Investments. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver Nicolas Gottsman en plateau également avec nous ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes directeur de la stratégie macro de la financière de la Cité et Hervé Goulet-de-Quer avec nous également ce soir. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes Senior Economic Advisor d'Accuracy. Faisons le point sur la situation européenne et le policy mix européen. J'ai gardé en tête une petite phrase du patron de la Riksbank, banque centrale de Suède. C'est la plus vieille banque centrale du monde quand même. Donc je me suis dit, ces gens-là ont eu le temps de réfléchir. Le gouverneur de la Riksbank, et ça remonte à avril. Les rencontres de printemps du FMI du mois d'avril, on avait déjà la crise, l'embryon de la crise gazière avec le déclenchement de la guerre en Ukraine. Il évoquait les perspectives de resserrement monétaire dans le monde et il disait, ne vous y trompez pas. Ça n'est pas une simple normalisation de la politique monétaire, it's a new policy. C'est une nouvelle stratégie de politique économique qui est peut-être en train de se mettre en place aujourd'hui en Europe. La Suède étant en dehors de la zone euro, mais quand même un partenaire dans l'Union européenne. Quand vous regardez effectivement donc la politique budgétaire avec les vannes grandes ouvertes pour accommoder massivement parfois la facture énergétique des ménages, et de l'autre côté la Banque centrale européenne qui est engagée avec détermination dans un resserrement historique de sa politique monétaire, quelle réflexion est-ce que ça vous aspire, Hervé? Dans quoi est-ce qu'on s'engage? Alors moi je commencerai tout de suite par une précision par rapport à notre ami gouverneur de la Riksbank. Je pense que ce dont il parle, c'est ce qui viendra après. Pour le moment, ce qu'on voit plutôt, et je pense chez tous les responsables de politique économique au monde, c'est du court-termisme. C'est une gestion de crise. Voilà. Donc en fait, pour le moment, voilà. C'est pas encore la nouvelle stratégie. Voilà. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. Et je pense qu'au niveau de la politique monétaire, on l'a bien vu. On commençait à se dire comment penser la politique monétaire dans le monde de demain avec la transition environnementale, avec peut-être le besoin d'une société plus inclusive. Avec Jackson Hole, le rendez-vous américain des banquiers centraux, on est revenu à quelque chose de simple. Il y a trop d'inflation, la crédibilité des banques centrales est en jeu, il faut assurer l'ancrage des anticipations inflationnistes. Vous allez voir, ce que vous allez voir, on va remonter les taux avec plus de fermeté. Donc en fait, on est quand même dans une séquence plutôt marquée par le court-termisme du côté des banques centrales et du côté des gouvernements. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est en fait le policy mix entre la politique énergétique et la politique budgétaire. Jusqu'à maintenant, un peu comme on avait fait avec le Covid, on a ouvert les vannes des budgets publics, on a inondé, plus de 400 milliards paraît-il en Europe jusqu'à maintenant. Mais quand on mixe cela avec la politique énergétique, c'est là où on se dit toutes les choses, même les bonnes, ont une fin. En fait, on est en train de se dire, on ne peut plus supporter de subventionner la consommation énergétique des agents économiques de chacun de nos pays. Il faut donc s'atteler à la politique énergétique. Donc la question des prix de marché, est-ce qu'on doit les supporter? Est-ce qu'on doit les prendre tels que? Ou est-ce qu'il faut les coiffer? Et on voit bien qu'on veut les coiffer. 200 € le mégawattheure, ça va être le plafond européen. En tout cas, la proposition qui est faite pour un plafond européen des prix de l'électricité. Et si c'est moins cher, il y aura moins à subventionner. Il y a la tarification. On a en Europe, ce qui est plutôt intelligent lorsqu'on est à un moment, je dirais, d'équilibre offre-demande d'électricité. On a une tarification à la marge, c'est-à-dire que c'est l'installation de production d'électricité qu'on appelle en dernier qui fixe le prix pour tout le monde. Quand on est dans une situation équilibrée, ce fonctionnement en pointe du marché de l'électricité, ça arrive assez peu. Là, on a un marché qui est déséquilibré et on est en pointe tout le temps. On utilise du gaz, du charbon. Donc on se dit, il faut qu'on revienne à une tarification moyenne. Alors c'est compliqué. On ne va pas changer la tarification, on va mettre des sparadraps dessus pour faire en sorte que là encore, le prix de l'électricité baisse. Et puis le troisième point, qui est l'inconnu, c'est la relation offre-demande sur le marché de l'énergie. Ça va dépendre de plein de choses, de la croissance, qui ne sera pas fameuse, mais aussi des conditions climatiques dont on ne sait rien. Et donc,
on s'arrange pour que la politique énergétique fasse que la politique budgétaire soit moins dispendieuse demain qu'elle ne l'a été au cours des quelques mois passés. Sur les pistes de réforme du marché énergétique, alors il y a des mesures d'urgence, il y a des mesures peut-être de moyen long terme également. Est-ce que ça quand même permet de se dire qu'il y a un bouclier à court terme, solide peut-être au niveau européen? Alors pour l'instant, 200 € le mégawattheure, ça coûte de plafonner à ce niveau-là. Donc il faut quand même compenser ce manque à gagner d'une certaine manière. Enfin, il faut le financer en tout cas. Et est-ce que ça permet quand même de se dire qu'on peut éviter un chaos énergétique total là, dans les prochains mois de l'hiver 2022-2023? En fait, on peut dire que ce ne sont que des pis-aller, parce que je pense que revenir sur la tarification au coût marginal, ça sera compliqué. Donc, parce que c'est intelligent, en n'oubliant pas que c'est notre Marcel Boiteux national qui avait créé cela dans les années 50. Donc, on y tient. Mais je pense qu'en fait, se dire qu'on est à 200, si c'est le chiffre retenu, on est quand même monté sur le prix de l'électricité à des 600 € du mégawatt, donc c'est 3 fois moins. Si sur le gaz, on arrive à ne plus être à 250 ou 300, mais à revenir, je sais pas, ne serait-ce que vers 100, on voit tout de même que ça calme les choses. Alors, est-ce que ça règle le problème? Non, ça le rend plus supportable pour les finances publiques que ça n'a été le cas. C'est-à-dire qu'on ne va pas continuer au rythme de 20 milliards tous les 3 mois pour un bouclier tarifaire qui atteint très vite ses limites. Non, on va réduire un peu quand même le rythme d'accommodation. Voilà. C'est exactement cela. On réduit le rythme parce que les prix sont plus bas. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Mais là encore, on est dans le court terme. C'est comme du côté des banques centrales. Faut pas croire que l'on est en train de mettre en place une stratégie. On est en train de répondre aux urgences. Alors ça sera maladroit. Ça posera des problèmes à certains moments, des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Mais voilà. Si on peut dire où on va du côté de la guerre russe en Ukraine, si on dit qu'on est capable de dire où on va du côté de la dynamique conjoncturelle des prochains mois, bien sûr, ça serait autrement, mais on ne sait pas. Dans quoi on s'engage en Europe, Nicolas? En Europe? Oui, c'est le sujet. On pourra parler des États-Unis, mais visiblement, les deux situations méritent d'être un peu distinguées. Oui, même complètement. Mais pour la situation européenne, en fait, ça a commencé déjà quand même il y a à peu près un an, parce que la question de la hausse des prix de l'énergie, ça a commencé depuis juillet et août dernier. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur comment ça s'est passé, notamment sur l'espèce de guerre économique préventive qui a été menée par la Russie dès le mois de juillet l'année dernière. Et là, on jouait déjà avec le gaz, il faut se souvenir. Oui, c'est ça. À l'automne 2021. Si regarde l'indice d'inflation énergie européen, on était déjà à plus de 17% en septembre 2021, c'est-à-dire qu'on avait battu le record de 2008 dès septembre 2021. Donc déjà là, il y avait un peu un signal d'alarme qui s'allumait. Mais par contre, ça venait uniquement de l'énergie. Ensuite, ça s'est diffusé sur le reste de l'économie. Mais déjà, ça peut nous donner des indices sur comment ça a pu être traité un peu partout dans le monde pour savoir comment peut-être on pourrait réagir aujourd'hui. Je pense que les deux pays qui ont réagi finalement le plus tôt, il y a eu la France, finalement, qui a quand même donné des aides aux particuliers, notamment pour pouvoir absorber cette hausse des prix de l'énergie. Et ces aides-là ont permis notamment d'avoir les prix de l'énergie qui soient contenus dans le pays. Et du coup, parce qu'il y a un deuxième effet qui arrive derrière, c'est qu'à partir du moment où vous laissez filer vos prix de l'énergie, votre inflation commence à augmenter et elle provoque une réaction automatique de la Banque centrale qui va vouloir lutter contre ça. Donc vous avez déjà un premier choc sur la demande qui est fait par la hausse des prix et vous avez un deuxième choc sur la demande qui va arriver derrière avec l'impact que ça va avoir sur la réaction de la Banque centrale. Si je regarde notamment ce qui s'est passé au Japon notamment, ils ont une baisse de la devise qui est encore plus importante que celle de l'euro, mais ils ont mis en place, eux c'était mars et avril, ils avaient commencé à mettre en place également des boucliers tarifaires pour la population qui a permis de contenir très largement la hausse de l'inflation dans le pays et du coup ne provoque pas de réaction de la part de la Banque centrale. C'est-à-dire que eux par contre ne vont pas contraindre la demande de la part de la Banque centrale, il y aura juste un soutien qui va être apporté par le niveau budgétaire. Ensuite évidemment que la situation est compliquée également, mais ça permet à mon avis quelque chose qui est, encore une fois à mon sens, plus efficace. C'est-à-dire aujourd'hui, l'objectif stratégique de l'Union européenne, c'est d'investir massivement pour pouvoir justement récupérer des capacités de production et notamment d'investir massivement dans sa capacité énergétique. Aujourd'hui, si jamais on a un resserrement qui a déjà lieu, on va dire, par la hausse des prix, et d'une part un deuxième resserrement qui est mené par la Banque centrale, vous allez détruire les investissements futurs. Si vous détruisez les investissements futurs, vous vous privez de la capacité de pouvoir répondre stratégiquement et dans le temps aux défis auxquels on fait face aujourd'hui. Donc je pense que c'est pas la bonne stratégie et je pense que ce qu'est en train de faire la BCE aujourd'hui est gravement problématique pour la zone euro.
pour l'Europe en entier, pour la suite des opérations. C'est ce que fait la BCE qui est problématique ou c'est ce qu'on n'a pas fait et ce qu'on fait de manière un peu brouillonne sur le plan de la politique fiscale, budgétaire, réglementaire? Au niveau budgétaire, oui, sans doute qu'on aurait pu faire, mais c'est facile de dire ça aujourd'hui parce qu'on ne savait pas à quel point ça pouvait durer dans le temps, à quel point les prix pouvaient monter à ce moment-là et à quel niveau les pays pouvaient s'engager justement dans des boucliers tarifaires. On voit les réactions aujourd'hui. C'est plusieurs points de PIB déjà, plus de 2 points de PIB en moyenne rapportés à la zone euro qui ont été engagés par les États, pas pour des investissements futurs, pour mitiger la facture, quoi. C'est ça. Et c'est là où on voit un peu quand même on peut regretter, mais enfin c'est facile de dire ça maintenant, mais avec 6 mois de décalage qu'il y a entre le Japon et l'Allemagne, c'est quasiment les mêmes mesures, sauf que avec les mesures que le Japon a mis en place il y a 6 mois, en fait ils ont prévenu cette hausse des prix, où ils n'ont pas de réaction de la Banque centrale. Aujourd'hui on a les deux. Le temps de réaction c'est important quand même. Oui, un petit peu. Et voilà, et donc ça crée cette situation-là. Et quand on regarde ce qui est fait par la BCE aujourd'hui, on voit, donc ce qui moi me frappe, c'est que depuis le début de l'année, les arguments pour lever les taux. Alors au début de l'année, en janvier, Isabelle Schnabel, elle disait que il fallait inclure l'indice des prix des loyers pour pouvoir justifier la hausse des taux. Donc premier argument. Ensuite, le deuxième argument, c'était la boucle prix-salaire. En fait, finalement, ça montait pas autant que ça, donc finalement, on va passer à autre chose. Donc maintenant, c'est les anticipations d'inflation. Et donc voilà, en fait, on change d'argument, mais en fait, la seule chose qu'on veut, c'est monter les taux, peu importe. Et on voit que le shift qui s'est passé au niveau politique au sein de la BCE a transformé, je pense, l'approche de la BCE elle-même. Le poids aujourd'hui des hawks de la BCE est beaucoup plus important. Évidemment, c'est plus facile aujourd'hui. Malheureusement, j'ai un peu l'impression que cette hausse de l'inflation est plutôt une opportunité pour les faucons de la BCE de reprendre le pouvoir. Je pense que c'est un peu malheureux de se servir de ce type d'événement pour reprendre le pouvoir au sein de la BCE. Ah oui, vous pensez vraiment que c'est le prisme politique qui l'emporte largement au-delà de toute la substance macro qu'on essaye de plaquer derrière l'idée de la hausse des taux. La mauvaise foi claire de la part notamment de Joachim Nagel, le patron de la Bundesbank, pour expliquer les raisons pour lesquelles il faut monter les prix, ils vont monter les taux, notamment en justifiant le fait que la guerre en Ukraine allait arriver seulement en février, alors que les prix avaient monté avant, sans tenir compte de tout ce qui se passait déjà en Allemagne, notamment sur les effets de base, la hausse de la TVA allemande et plus l'impact de l'énergie parce que la guerre économique de la Russie avait commencé dès juillet-août de l'année dernière, me semble effectivement donc de la mauvaise foi absolue. Oui. Bon. Il y a quand même, j'ai l'impression, l'idée que le niveau de l'inflation atteint en moyenne en zone euro justifie à lui seul une réaction quand même de la Banque centrale européenne. C'est même plus la question de la nature de l'inflation, mais le niveau de l'inflation et la persistance de l'inflation à un niveau élevé à 2 chiffres. C'est quand même un enjeu pour les anticipations. Je suis bien d'accord avec vous, évidemment, mais le problème justement, c'est que le mandat de la BCE, c'est une inflation à 2% à moyen terme. Aujourd'hui, le moyen terme, c'est 2,2%, ce qui est dit par Isabelle Schnabel, ce qu'elle a encore dit. Il y a d'autres indicateurs on est à 2,15 par exemple sur le 5 ans 5 ans. C'est pas, ce qui était la mesure prise avant de Draghi. On est à 2,15. Il n'y a pas de quoi non plus s'énerver absolument par rapport à la situation, mais on voit que dans le discours des banques centrales, évidemment, ce qu'a dit Isabelle Schnabel, c'est que finalement, on ne va plus s'intéresser trop au moyen terme, on va beaucoup plus prendre l'inflation réelle. Évidemment, donc là on est à 9%, donc évidemment ça justifie beaucoup plus ça. Ensuite, théoriquement, par rapport à ce qui a été dit l'année dernière, tout en enterrant la stratégie monétaire qui a été dévoilée l'année dernière, me semble un peu rapide et opportuniste. Donc, 75 points de base demain quand même. Voilà. François, vos commentaires sur cette discussion autour du policy mix européen et la question monétaire. 75 points de base demain sans doute. Et ensuite, c'est quoi la suite pour la Banque centrale européenne dans le contexte actuel ? Alors 2 choses. La première, c'est que je pense qu'il ne faut pas enterrer le 50 points de base pour demain, en fait. Clairement, parce que effectivement, les faucons à la BCE sont devenus beaucoup plus vocaux et ça peut se comprendre parce qu'ils ont une fenêtre de tir, a priori, pour pouvoir s'exprimer. Je pense qu'il y a des dissensions assez fortes toujours au sein du Conseil des gouverneurs et que lors de la dernière réunion du mois de juillet, les colombes avaient besoin d'obtenir quelque chose, le programme TPI de la part des faucons. Et donc, pour obtenir ce programme TPI, elles ont accepté de faire plus 50 points de base contre 25 qui pouvaient être envisagés. Aujourd'hui, les colombes n'ont plus besoin d'obtenir quoi que ce soit de la part des faucons. Et je soupçonne qu'elles soient peut-être plus silencieuses, mais peut-être toujours en majorité. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, même quand on se met à la place du faucon, aujourd'hui, quelle est sa crainte principale ? Je pense que sa phobie, c'est que le TPI soit activé. Ah oui. Parce que quand on met le doigt dans ce type
de programme, on sait que très rapidement c'est la main et puis c'est le bras qui s'engouffre tout entier. Je rappelle juste un nouvel outil anti-fragmentation, c'est comme ça qu'on l'a appelé dans le marché, donc on protège les mécanismes de transmission, la bonne transmission de la politique monétaire, ça c'est en langage de banquier central, l'outil qui a été dévoilé, à peine détaillé en tout cas, notamment en raison du risque italien et le risque italien fait porter sur d'autres pays périphériques, type Portugal, Espagne, etc. Exactement. Donc en gros, c'est racheter des emprunts d'État des pays du sud de l'Europe. En toute discrétion. Et ça, en toute discrétion. Et ça c'est quand même... Vous dites mieux vaut pas rentrer là-dedans. Mieux vaut pas rentrer là-dedans. Et faire 75 points de base, ou peut-être ou 100 points de base, mais y aller très fortement sur les hausses de taux directeurs, c'est faire courir un risque plus important d'avoir besoin d'activer ce programme rapidement. Donc je pense que ce soit les colombes qui n'ont pas forcément besoin d'obtenir quelque chose de la part des faucons, ou les faucons eux-mêmes qui vont chercher de toute façon à éviter ce TPI, je pense qu'il ne faut pas enterrer le 50 points de base. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer demain, mais pour moi, il n'est pas hors de la table. Ça, c'est la première chose. Après, la BCE... Oui, bien sûr qu'elle ne peut pas justifier que l'inflation est principalement énergétique. L'inflation sous-jacente est quand même au-delà de 4% aujourd'hui. Donc, et on part de zéro, on partait de moins 0,5. Donc même si la BCE finit l'année à 1 point, 1,50 même 2 points sur les taux, est-ce qu'elle aura une politique monétaire excessivement restrictive ? Il faut quand même avoir en tête qu'à zéro, aujourd'hui, la politique monétaire est encore très accommodante. Est-ce que l'environnement justifie une politique monétaire très accommodante ? On peut discuter du fait que ça ne justifie pas une politique monétaire restrictive, mais on est encore loin d'être restrictif aujourd'hui. Donc moi, on est toujours dans une phase de normalisation. Il y a des débats sur quel est le taux neutre, on peut en discuter pendant longtemps. Il semblerait... 1,50 semble être un point sur lequel il y a certaines convergences de vues. On peut à l'inverse dire que c'est des taux réels et que les taux réels sont beaucoup trop bas en zone euro. 0 de taux alors qu'on a 10% d'inflation, c'est bien sûr beaucoup trop bas pour certains. Bon, il y a encore beaucoup de débats à avoir sur quelle est la politique neutre, mais ce qui est certain, c'est qu'à 0 ou 0,50 ou 0,75 où on sera demain, on sera toujours sur une politique monétaire accommodante. D'accord. Ce qui me choque davantage, c'est le discours qui va avec. C'est en gros de dire on va lutter contre l'inflation, peu importe les risques, et peu importe qu'on entre en récession. Et d'ailleurs, on sait qu'on va rentrer en récession, et on va quand même y aller. Et que ce discours parce que ce serait pire de laisser filer l'inflation. On va peut-être aggraver temporairement la situation, mais à la fin de l'histoire, on vous évitera quand même une situation beaucoup plus grave que celle qu'on aura traversée. C'est le trade-off. C'est ce qu'ils disent. Ensuite, de se dire, vous allez devoir affronter une récession dont on ne sait pas quand on va sortir. Ça ne me semble pas être un discours qui soit terriblement rassurant pour la suite. Et quand vous êtes une entreprise, et en gros, si vous avez des décisions d'embauche à prendre, des décisions d'investissement à prendre, vous allez peut-être plutôt pas les faire, en fait, à ce moment-là. Et du coup, vous commencez à faire dérailler le système. Et c'est ce discours-là, à mon avis, qui me semble terriblement dommageable de la part de la BCE. C'est de dire qu'elle va agir contre l'inflation, mais en gros, au détriment de la croissance et de façon vraiment déclarée. Et c'est ça qui me choque davantage. Je comprends. C'est le narratif qui accompagne Alors, Hervé, vos commentaires. Et puis moi, ce qui me fascine, c'est ce qui se passe au Royaume-Uni. Et du point de vue, et dans le discours fiscal porté aujourd'hui par Liz Truss et dans la stratégie de la BE, Andrew Bailey s'est exprimé. Donc, récession, c'est le scénario central, mais on va continuer à taper. Et le sterling n'arrête pas de baisser, parce que là aussi, on ne l'a pas évoqué, mais il y a quand même un objectif implicite pour la BCE, c'est de maintenir quand même, à travers sa crédibilité, le niveau de la devise, puisqu'une partie de l'inflation est importée, et une partie massive de l'inflation est importée. Hervé. Ouais, moi, je pense que la BCE, elle est coincée. Je comprends le propos de Nicolas, il fait sens intellectuellement, mais en fait, pratiquement au moment où on parle, eu égard au regard du marché, eu égard au comportement de ses alter ego, au moins sur l'arc atlantique, elle ne peut pas faire autrement, parce que sinon, la charge de la preuve serait sur elle, et ça serait très compliqué. Donc en fait,
elle fait comme tout le monde. Hein. On a de l'inflation, on monte les taux. En plus, les taux sont très bas. On est quand même parti de moins 0,50 sur le taux de dépôt. Donc je pense qu'on peut ouvrir des tas de débats, mais pratiquement, elle ne peut pas faire autrement. Alors, est-ce qu'elle va faire 50, 75 ? Je pense, enfin, on s'amuse un peu avec ça. On sait que ça va monter. On pense qu'on finira l'année autour de 1,50. Hein, et après, l'a dit. Et ensuite, moi c'est ma question, une fois qu'on est au taux neutre, le X%, 1,5, 1,25, ce que vous voulez, une fois qu'on est au taux neutre, c'est quoi la stratégie ? Quand j'écoute Schnabel, j'ai l'impression qu'on continue systématiquement sans se poser de questions jusqu'à ce que l'inflation revienne à 2%. En fait, ils l'ont tous dit. Ça va dépendre des données. Donc en fait, il ne faut pas leur demander de voir loin à un moment où ils veulent voir court. Parce qu'au-delà du court terme, qui est déjà pas très clair, ils ne savent pas du tout où on va. Donc la question du au-delà du 1,50, le marché peut avoir sa petite idée, mais comme personne ne sait ce qui va se passer au niveau de l'environnement, ça ne vaut pas grand-chose. Moi, je pense que quand même, ce qui est important demain, c'est plutôt ce qui va se dire ou ne pas se dire sur cet instrument d'assurance de la transmission de la politique monétaire. Parce que ce qui se passe en Italie, pour les Italiens et pour l'ensemble des Européens, c'est inquiétant. Si on a le 25 septembre, dans un peu plus de 2 semaines, cette coalition droite-extrême droite avec un programme qui est dispendieux en matière de dépenses, un peu comme nos amis britanniques, avec en plus un regard un peu distant par rapport aux règles européennes. Qu'est-ce que ça va faire, donc, évidemment, sur le marché de la dette italienne? Quelles répercussions ailleurs? Et on voit bien que l'instrument qu'ils ont pensé, c'est pas l'OMT du temps de Draghi, parce que le contexte est très différent, parce que Christine Lagarde, ce n'est pas Mario Draghi. Et on voit bien que s'il faut l'utiliser, en fait, on va avoir une levée de bouclier en disant tu as peut-être le droit de l'utiliser, mais uniquement d'acheter des titres courts, tu n'as pas le droit d'acheter des titres longs, tu n'as pas le droit d'acheter que de l'Italie, il faut que tu fasses un mix de tas de choses. Ça va être assez compliqué. Donc moi, je pense que les taux d'intérêt, ils vont monter. Le rythme, on ne sait pas bien et c'est pas grave. Par contre, le mix, cet instrument d'assurance dont on ne connaît pas grand-chose et qui sera contesté, sans doute par une partie de l'opinion allemande, et on aura la même histoire que précédemment, avec des Italiens, un peu comme chez les Britanniques. Hein. Quelle sera leur politique? Il y a les discours de campagne, il y a la réalité. Dans les deux cas, on peut espérer que ça sera plus prudent, plus cohérent que les propos d'estrade. Mais en fait, on n'en sait rien. Donc... Mais moi, je comprends même, Hervé, que cet outil, il n'est peut-être pas fait pour l'Italie. Il est fait pour d'autres pays périphériques qui subiraient un risque italien. Mais si le risque italien, c'est un risque politique auto-infligé dans les urnes par des électeurs italiens, j'ai cru comprendre, Christine Lagarde, que c'était peut-être pas là-dessus qu'elle pensait que le TPI pouvait servir. Hein. En fait, pour dire les choses clairement, le TPI, il aura besoin d'une conditionnalité. Et si les Italiens jouent un jeu bizarre, les conditions ne seront pas remplies. Hein. Et dans ce cas-là, ça devrait les freiner. Je suis d'accord avec ça, mais pour le moment, on n'en sait rien de tout ça. Et moi, je pense que, pour moi, s'il y a un élément de stress, il est plutôt là, quoi. Politique, tout court en Italie, et politique monétaire en Europe, oui. Oui. Bon, 25 septembre, les élections italiennes. Je reviens aux données. Est-ce que les données, notamment sur l'inflation, quand on essaye de se projeter un petit peu et qu'on n'est pas dépendant que de la donnée publiée, est-ce que les données, des prochains mois peuvent aider, toutes choses égales par ailleurs, les banques centrales? Ça nous permet peut-être de parler aussi un peu de la situation américaine, mais qu'est-ce qu'on attend sur le front de l'inflation partant des niveaux atteints aujourd'hui, François? Encore une fois, une divergence, c'est-à-dire qu'on a toujours, on attend une inflation qui va passer les 2 chiffres en zone euro avant la fin de l'année, alors qu'aux États-Unis, on va voir une décélération de l'inflation qui devrait finir l'année. Alors, il y a énormément de volatilité, donc c'est difficile, mais entre 6,5 et 7%, donc on devrait baisser quasiment de 2 points ou presque 3 points par rapport aux points hauts qui ont été atteints. Avec, pour la première fois,
l'inflation du mois d'août qui sera publiée la semaine prochaine, Ouais, 13 septembre. Ouais. un chiffre en glissement mensuel qui sera négatif. On l'a vu sur le PCE, je crois, c'est ça, d'un mois sur l'autre. On n'a pas eu un PCE négatif d'un mois sur l'autre, déjà. Ah bon. On était à 0, oui, ou Bon. 0,0. D'accord, non mais donc très bien. Effectivement, à la troisième décimale. On va retrouver des... Là, on devrait Ouais. être aux alentours de moins 0,2, peut-être moins 0,3, avec un CPI Core qui sera toujours assez haut, hein, autour de 0,4 ou 0,5, mais on voit quand même une décélération. Le dollar est fort. Contrairement, on parle beaucoup de l'euro, on a tous l'impression que la BCE doit faire 75 pour défendre l'euro. L'euro, c'est le dollar qui est fort. Hein. L'euro, contre un panier de devises en trade weighted index, donc contre son panier de devises qui est composé par ses partenaires commerciaux, il ne bouge pas depuis 2 mois. Donc la BCE n'a pas spécialement besoin de défendre l'euro. Par contre, c'est plutôt un soulagement pour la Fed de voir que le dollar permet d'avoir cette désinflation. On voit les prix des matières premières qui ont commencé à diminuer. Et donc oui, peut-être qu'aux États-Unis, on va réussir à y arriver. La Fed va réussir à y arriver à ce fameux soft landing. En tout cas, les conditions sont réunies pour qu'elle réussisse à diminuer son rythme de hausse de taux. Premièrement, elle est arrivée à ce qu'on peut imaginer comme étant proche de son taux neutre. Deuxièmement, l'inflation commence à montrer des signes de ralentissement. Donc oui, elle va pouvoir ralentir à un moment où l'économie est encore en bonne situation. Donc peut-être que la Fed va réussir ce tour de force. Et ça change quoi pour l'investisseur ? Je pense que ce serait vu comme une très bonne nouvelle si le marché pouvait se dire que la Fed n'aurait plus besoin d'appuyer sur la pédale de frein, d'avoir besoin de pousser l'économie en récession pour que l'inflation diminue. Donc non, je pense que ce serait une bonne nouvelle pour les marchés globaux, hein. Une bonne nouvelle pour la croissance, une bonne nouvelle avec un dollar qui pourrait s'affaiblir un petit peu, et c'est vrai que cette hausse du dollar elle pèse sur beaucoup de choses, hein, beaucoup de devises, d'autres devises en face, mais donc sur les marchés actions. C'est un nœud de tension qui se détendrait un peu, quoi. Oui, on peut l'espérer. Alors peut-être pas demain avec la BCE, mais soyons patients et attendons 15 jours de plus pour voir la Fed, mais c'est possible qu'on ait effectivement un petit peu moins de tension. Quelle chance pour le soft landing américain, Nicolas ? De bonnes chances. Ouais, sérieux ? Oui, je pense, et c'est intéressant parce qu'il y a tout un débat même académique là-dessus. Oui. Le débat entre un des gouverneurs de la Fed qui s'appelle Christopher Waller et le duo Larry Summers et Olivier Blanchard, avec Summers et Blanchard qui disaient en gros qu'ils n'avaient aucune chance pour le soft landing. Et Chris Waller qui, lui, défendait l'idée que justement, ils avaient une économie qui était tellement forte aujourd'hui, parce qu'on parlait aujourd'hui de la croissance de la zone euro qui est donc 1,8% au-dessus de son niveau d'avant-crise, mais si on prend le PIB américain, c'est 2,6, donc ça paraît pas énorme, mais en fait, il y a d'autres mesures qui montrent, en fait, mesurées par les revenus, et là, on serait à 6,40 au-dessus, et on serait même au-dessus de la tendance, c'est-à-dire qu'on serait au-dessus de la tendance en termes de PIB. Si on regarde l'emploi du mois dernier, on avait le taux de chômage le plus bas depuis 1969, on avait des niveaux de croissance des salaires qui permettaient quasiment d'absorber le niveau d'inflation aujourd'hui. Et par rapport au choc qu'on a eu aujourd'hui et d'éventuellement d'avoir la possibilité de se retrouver avec un soft landing, c'est-à-dire d'avoir une économie qui va se retrouver juste sur sa trajectoire avec un niveau de chômage qui est au plus bas de 50 ans, c'est une espèce de prouesse incroyable, mais qui devient effectivement réalisable. C'est exceptionnel. Oui, absolument. D'arriver à se poser comme ça en douceur. C'est ça. Et la grande question qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un niveau d'emploi aux États-Unis qui est à peu près de 160 millions de personnes, si on compte tout le monde, les auto-employés, ça. On a 11 millions de personnes, d'emplois, d'offres d'emploi disponibles. Voilà, on a donc 171 millions en termes de demande d'emploi et on a seulement en population active 165 millions de personnes. En gros, on a un décalage de 6 millions de personnes. Et donc l'idée de Christopher Waller, c'est en gros, si on va contracter le niveau, de faire baisser le rythme de la croissance, ce qui va inciter les entreprises à
baisser le nombre d'offres d'emploi disponibles, mais sans impacter, sans les pousser à licencier non plus. Et à partir de ce moment-là, on arrivera effectivement à faire revenir l'offre et la demande d'emploi à un niveau à peu près correct, qui permettra de calmer les salaires et par répercussion ensuite d'avoir un impact qui sera de diffusion lente sur l'inflation. Si jamais ils arrivent à faire ça, c'est de la dentelle. Il a rendez-vous avec l'histoire s'il fait ça, Jérôme Powell. Mais il rentre dans l'histoire. Historiquement, ce n'est jamais arrivé. Ce qui était intéressant, c'est que je crois que Yann Atsus, donc le chef économiste de Goldman Sachs, dit attendez, il y a peut-être une chance. Ouais. Et bon, en fait, la chance se renforce. Et effectivement, ce qui était assez drôle, c'était que quand Larry Summers et Blanchard ont publié leur truc juste au tout début du mois d'août, leur papier, leur réponse, parce qu'en fait, il y a eu leur réponse, ils étaient sûrs de leur coup. Et les premiers chiffres qui ont été publiés allaient largement dans le sens de Waller. Ensuite, évidemment, ce ne sont que les premiers chiffres. On va voir ce qui va se passer pour la suite. Mais pour l'instant, on va dire que on peut garder un certain optimisme, même si historiquement, ce n'est jamais arrivé. C'est pas encore l'heure de faire les comptes à la fin de l'histoire, mais bon, il y a encore cette chance, elle existe ou pas, Hervé? D'abord, moi j'aimerais rappeler avant tout que le premier semestre s'est traduit quand même par deux baisses, ou à peu près, une stagnation à une baisse du PIB. Donc en fait, mais c'est plus une récession. Non mais c'est pas une récession. Non, mais on peut dire que ce n'est pas une récession, mais la situation le PIB peut baisser sans être en récession. Très bonne et je voudrais. Alors aujourd'hui, on peut regarder, dire l'emploi, c'est pas mauvais, mais il ne faut pas oublier que la croissance, c'est l'emploi et la productivité. Quand vous voyez la tête de la productivité américaine, on comprend qu'on crée beaucoup d'emplois. Parce qu'on ne créerait pas beaucoup d'emplois, la situation en termes de croissance serait encore plus mauvaise. C'est pas que je crois beaucoup la productivité. Un effondrement 9% au premier trimestre en rythme annuel, 6% au deuxième trimestre, c'est assez particulier. Mais il me semble qu'aujourd'hui, avec les chocs que l'on a reçus, je ne suis pas sûr que l'appareil de statistique arrive vraiment à tout bien comprendre. Nicolas nous parlait du revenu national brut. Alors c'est vrai qu'il y a eu cette chose bizarre au premier trimestre. Le PIB a baissé, le revenu national a monté. Il y a deux mesures. Il y a GDP, GDI. Donc GDP, on mesure la production, et GDI, c'est les recettes. Voilà, c'est à travers les recettes qu'on mesure la création de richesse. Et en fait, bon alors, ils évoluent chacun un peu à leur rythme, mais des différences comme ça, un qui baisse, un qui monte, c'est quand même un peu étonnant. Donc la productivité, c'est bizarre. La comptabilité nationale, ils n'ont pas l'air de bien s'entendre. Et autre chose bizarre, la confiance des ménages a quand même beaucoup baissé et la consommation finalement a tenu le coup. Moi, je ne sais pas ce que ça veut raconter tout ça. Je dis simplement que ça tire un peu à U et à dia. Donc en fait, les statistiques, elles ont du mal à suivre, à comprendre ce qui se passe. Et donc il y a quand même une vraie capacité à être surpris. Donc avoir une trop grande confiance, dans un sens ou dans un autre. Moi, j'ai quand même envie de me dire qu'avec une économie mondiale qui ralentit, avec une confiance, alors qu'on interprète peut-être mal, mais des entreprises, des ménages qui n'est pas terrible, finalement, faut pas s'attendre tout de même à des miracles de la part de l'économie américaine. Moi, j'aimais bien, je ne sais plus qu'est-ce qu'avait dit ça, qu'avait dit certes, il y a le hard landing, ça se casse la figure fort, il y a le soft landing, ça ralentit mais pas plus, et puis il y a le softish landing, ça veut dire qu'en fait ça sera un entre-deux. Moi je jouerais plutôt la logique de l'entre-deux. Je ne crois pas bien que l'on aura des performances bonnes de l'économie américaine. Ils vont souffrir comme tout le monde. Quant à l'idée sur le marché de l'emploi entre la courbe de Beveridge et la courbe de Phillips, c'est passionnant, mais il me semble que ce qu'a dit Powell, c'est qu'ils allaient remonter les taux, et il n'a pas besoin de faire un discours académique pour ça. Tant pis pour les marchés. Voilà. Moi, je pense que ça, c'est simple. Et je crois que sur les marchés, tant qu'on n'aura pas le sentiment que M. Powell est passé à un discours un peu différent, on se dira, c'est quand même pas terrible. Qu'est-ce qu'on fait dans les marchés, justement, quand on pilote une stratégie obligataire, c'est le cas pour vous, en l'occurrence chez DNCA, François. C'est un des rares endroits sur les marchés où je trouve effectivement les gérants plus confortables. Voilà, les valorisations sur l'obligataire, le crédit se sont beaucoup dégonflées, et donc on retrouve là des perspectives d'investissement visiblement sur du souverain bien choisi, sur du crédit également bien choisi. Déjà, on souffre parce qu'on n'a plus de taux négatifs. Alors ça, c'est quand même une très bonne chose. Non, néanmoins, je pense que le principal risque pour l'investisseur aujourd'hui, ça reste l'inflation. Quand on voit que
Oui, très bien, on peut investir à 1,5-2% sur des signatures de bonne qualité en zone euro, peut-être 3% également. Mais les incertitudes sur l'inflation sont énormes. On va être à 10 dans peu de temps. Je ne sais pas si on sera à 3 ou à 7 en fin d'année prochaine. Si on est à 7 en fin d'année prochaine, c'est toujours pas une bonne chose d'avoir acheté du 3. Ça veut dire qu'on perd toujours du pouvoir d'achat. Donc, il me paraît vraiment opportun d'avoir des obligations indexées à l'inflation dans le portefeuille, c'est-à-dire des obligations qui vont ramener un rendement qui est peu ou prou celui de l'inflation, mais qui vont avoir un taux qui va varier avec l'inflation. Donc comment on se protège contre l'inflation. Et puis ensuite, dans les pays émergents, il y a certaines banques centrales qui sont très en avance sur d'autres. Il y a des taux qui sont attractifs. Au Brésil, on a des taux à 13%, alors que l'inflation semble déjà avoir passé son pic. Certains pays, donc en Amérique du Sud, Brésil, Mexique notamment, offrent des rendements attractifs. On a les devises de certains pays de l'Est, pas très loin de chez nous, qui font partie de l'Union européenne, qui sont aux alentours de 10%, voire même un petit peu au-delà. Donc, un mixte entre ces obligations indexées sur l'inflation pour se protéger et puis des pays émergents qui ont été peut-être plus vertueux dans leur policy mixte que ne l'ont été les pays développés et qui offrent des niveaux de rendement attractifs, ça me paraît un bon cocktail pour se protéger et à la fois espérer un petit peu de rendement. Sur le Brésil, ça fait partie des grandes élections qui marquent cette fin d'année 2022. Rapidement, est-ce qu'il y a un risque politique? Et si oui, est-ce qu'on est payé correctement avec une prime pour couvrir ce risque politique avec l'idée que c'est peut-être Lula qui revient après Bolsonaro? Oui, a priori, c'est déjà dans les esprits, puisque les sondages donnent Lula assez nettement en tête. C'est quand même deux figures qui sont bien connues des marchés, d'une part. Et puis d'autre part, on a a priori sur le Congrès et principalement au Sénat, assez peu de chances de voir Lula emporter une majorité des sièges avec les partis de gauche. Il a été obligé de s'allier avec le centre-gauche et il devrait devoir s'allier avec les centristes pour pouvoir gouverner. Donc a priori, il n'y a pas trop de dérapage budgétaire supplémentaire à attendre au Brésil après cette élection. Un mot, alors je ne sais pas, je disais effectivement en introduction, donc c'est une des rares zones vers lesquelles les exportations chinoises accélèrent au mois d'août, c'est la Russie. Xi Jinping et Vladimir Poutine se voient la semaine prochaine à l'occasion d'un sommet de l'organisation de Shanghai. Et un mois plus tard, c'est le 20e congrès chinois. Non, mais c'était pour introduire la question chinoise. Qu'est-ce qui vous intéresse à ce stade? C'est toujours le zéro Covid policy strict? Ça, je pense que ce qui est intéressant, c'est effectivement, si on regarde même vis-à-vis de la zone euro, c'est de voir la transformation de l'image de la Chine depuis 2019. Ce qui est intéressant, c'est que même en interne, je pense que la vision de Xi était plutôt très favorable fin 2019 en Chine. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Même chose en Europe, évidemment. Et que là, en fait, il a quand même de grandes chances d'obtenir donc un nouveau terme. Ça fait 10 ans qu'il est là, de nouveau, encore une fois 5 ans. Mais on voit en tout cas que depuis 2 ans, et déjà depuis le début de son mandat, en fait, il a réussi à construire son pouvoir qui est devenu beaucoup plus centralisé qu'il ne l'était auparavant, justement en essayant de casser tout ce qu'il pouvait avoir comme opposition. Il va devoir, parce que l'opposition est là aujourd'hui, quand même, elle existe, mais il a encore suffisamment de pouvoir justement pour la contrer encore plus. Et en fait, c'est une espèce de lente poutinisation de Xi qui est en train de se passer. Évidemment, c'est pas extrêmement favorable pour nous, et surtout que quand on considère notamment que la zone euro est quand même construite sur une stratégie économique qui repose effectivement sur le commerce extérieur, et que la Chine est une pièce maîtresse de ce système-là, quand on voit justement les dégâts qu'a pu faire notre dépendance vis-à-vis de la Russie, il sera peut-être temps quand même de se poser la question, de savoir si c'est bien de continuer sur cette stratégie-là, ou d'essayer de basculer vers un système qui est plus celui des États-Unis, c'est-à-dire un système reposant sur la demande intérieure plutôt que sur la demande extérieure et sur les échanges. On peut imaginer que cette réflexion-là s'accélère dans un pays comme l'Allemagne, alors, par exemple. Je crois que pour l'instant, ce niveau de réflexion, il est à peu près au niveau zéro, malheureusement. C'est pas moi qui le dis, pour le coup. Je pense que par contre que c'est véritablement essentiel, et c'est essentiel pour tous les Européens. Et parce que quand on regarde notamment, si on veut, un petit résumé de la situation actuelle, les prix d'importation de la zone euro, entre 1995 et 2019, ils ont augmenté de 22%.
Depuis la fin 2019 jusqu'à aujourd'hui, c'est plus 23%. C'est-à-dire qu'on a fait en 2 ans et demi l'équivalent de 25 années avant sur les prix à l'importation. Le problème, c'est qu'en 95, les importations, ça représentait à peu près 25% du PIB, 27% du PIB. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 55%. Donc, quand on est comme ça aussi dépendant, on se met dans une situation de fragilité qui est absolument démentielle. C'est ce à quoi on a affaire aujourd'hui. Et que donc, il faut peut-être repenser ce programme-là. Et que justement, ce qui se passe aujourd'hui en Chine doit nous alerter encore plus et davantage sur notre stratégie économique future. Pour conclure rapidement, Hervé, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce qui se passe en Chine aujourd'hui à l'aube de ce 20e congrès qui doit magnifier encore un peu plus le pouvoir du Fils du ciel ? Moi, je pense qu'en Chine, c'est le culte de la stabilité. Je pense que Xi, c'est avant tout cela. La stabilité est politique et ça le concerne. La stabilité est économique aussi. Donc, on connaît tous les problèmes structurels, le secteur de la tech, l'immobilier. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'en matière de relance, on fait juste ce qu'il faut. On compense l'insuffisance de la demande privée par un peu de demande publique. Donc, on essaie de maintenir le rythme. Cette année, on n'y arrive pas. C'est plus mauvais qu'attendu. Donc, en fait, dans ce monde compliqué, la vue de la Chine, c'est simplement, on ne fait pas de bêtises, on maintient notre cap. Est-ce que ça suffit à avoir une vraie doctrine de développement ? Absolument pas. Quant aux répercussions sur l'Europe, oui, le modèle économique allemand, voire la stratégie allemande est complètement remise en cause. Mais on est en Allemagne. Les choses se font lentement. Et puis ils ont accumulé quand même beaucoup d'excédents pour leur permettre justement de faire face à ce type de crise. Non mais c'était pour leur démographie, il faudra bien qu'ils utilisent leurs excédents pour autre chose désormais. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Hervé Goulet-Kerr, Accuracy, Nicolas Gutzmann, la financière de la Cité et François Collet, DNCA Investments.